Solo. Yo, aujourd'hui on va parler de Insidious, hop, voilà, qui est un film de James Wan qui est sorti, ouais c'est ça, 2010, qui est un très bon film d'horreur que je vous conseille tout particulièrement. On va détailler tout ça. Le pitch de base, on a la famille Lambert avec Josh qui est là, sa femme Renée, ses deux fils Foster et Dalton, et la petite dernière Callie. Le bébé là qui chiale tout le temps, qui est chiant comme la mort, qui emménage dans une nouvelle maison. Lui est prof, sa femme est mère au foyer parce qu'elle compose des musiques un peu cucu. Et donc voilà, à partir du moment où ils emménagent dans cette maison, non, il ne va pas se passer des choses particulières. Il s'avère qu'un jour, l'un des gamins, Dalton, va se coucher. Et le lendemain, il ne se réveillera pas. Non pas qu'il soit mort, mais au final, il se trouve qu'il est dans une sorte de coma. Que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Puis à partir du moment où le gamin se retrouve dans le coma, là, il va se passer des choses particulières. Alors, comment on va articuler ça? Parce que je vais pas vous spoiler en fait ce qui se passe, parce que c'est pas un bête film de maison hantée. Il y a des idées de scénario qui sont plutôt intéressantes et elles vont pas révolutionner le genre, on est d'accord, mais j'ai trouvé que pour un film d'horreur c'était plutôt intéressant niveau scénario, contrairement aux trois quarts des films où il y a un fantôme, où il y a un esprit frappeur dans la maison et voilà. Non, là ça se limite pas qu'à ça, surtout qu'Insidious est le premier chapitre d'un diptyque. Il y a bien évidemment Insidious 3 et 4, mais ce sont des prequels, alors que Insidious 1 et 2 sont vraiment deux films, enfin un film coupé en deux on va dire. Donc voilà, on va parler mise en scène, et c'est parti. Alors donc... Il est con lui. Désolé. On va commencer le film par une espèce de plan sur une lampe ronde, blanche, sur un fond complètement noir. Et en fait la caméra va pivoter à l'envers. Et en fait on se rend compte à ce moment-là que l'image de base était à l'envers et qu'on se remet à l'endroit pour ensuite avoir un travelling sur le lit d'un gamin qui dort. Et ensuite un espèce de qui va passer à travers un mur pour se focaliser sur une fenêtre, et à la fenêtre, il y a cette charmante demoiselle qui est assez haute, il faut le dire. J'avoue que... Et donc en fait, toute cette mise en scène va montrer un peu le propos du film, c'est-à-dire que on va avoir cette caméra pendant tout le film qui va être assez libre, on va avoir très peu de plans fixes, voire... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a pas du tout, des plans fixes. Mais on va avoir cette caméra qui est assez mobile, c'est-à-dire que chaque plan va être un peu comme ça, qui va bouger très légèrement, donc ça va être de la caméra à épaule, et on a vraiment le mec qui filme, qui va dodeliner légèrement, et qui va suivre, par exemple s'il y a deux acteurs qui parlent, il y en a un qui va bouger, qui va revenir, on va voir la caméra qui va suivre un des deux toujours. Et en fait ça donne cette impression de présence, qui va observer les personnages dans leur maison. Et rien que déjà ça amène un petit côté un petit peu inquiétant, un petit peu... ce regard mystérieusement autre dont je parlais dans le... Solo. Merci Jabba. De The Invisible Man, ça donne tout simplement un côté fantomatique à la caméra. Et ça renforce le côté, justement, il y a des espèces d'esprits ou d'entités surnaturelles qui surveillent, qui observe les personnages présents à l'écran. Comme dans beaucoup de films, on va avoir une symbolique sur la couleur rouge. Dans ce film-là, évidemment, c'est la couleur du danger. Voilà, je change un peu la luminosité. Ce qui est très subtil dans cette scène, c'est que dès le début, il va y avoir un foreshadowing, donc préparer quelque chose qui va arriver, en mettant une source de rouge au-dessus de la famille Lambert. On va revenir à la normale, voilà. Et donc du coup, rien qu'avec cette petite touche de couleur, on sait... Grâce à la symbolique, on sait qu'il y a un danger qui plane sur eux. On va par exemple avoir Renée, elle va ranger ses bouquins dans la bibliothèque, et le premier événement surnaturel qui va se passer, ça va être ces bouquins qui vont tomber de la bibliothèque. Et je vous le donne en mille, le bouquin, il est rouge. Alors évidemment, on reste sur de l'intérieur très très sombre, parce que c'est dans la maison qu'il va se passer des trucs bizarres, et donc pour avoir cette ambiance un peu suffocante, un peu inquiétante, et encore là c'est pas le pire parce que c'est le début, donc c'est quand même assez éclairé, il y a quand même des sources de lumière un peu partout, mais on a quand même ces bois sombres, ces rideaux noirs, on a le piano ici qui est sombre, et on a des petites touches de couleur, le coussin, la lampe, le bouquin, les rideaux qui sont là, qui sont dans les rouges. Donc on a quand même des petites touches, comme dans Black Klansman, on a toujours ces petites touches de rouge qui rappellent que le danger est omniprésent et que ces personnages ne sont pas à l'abri. Alors en termes de couleurs, on a du coup le rouge pour le danger, on a également une symbolique sur le bleu. Le bleu, ça va être tout ce qui va être à la mort.
On va avoir des plans vraiment dans... Bon, j'en dis pas trop au cas où vous ayez pas vu le film, mais il a 10 ans quand même. Donc, mais il va y avoir des plans vraiment baignés de bleu, très très sombres, lorsqu'il va y avoir des choses en lien direct avec la mort. Dalton, donc le petit gars qui est là, interprété par Ty Simpkins, qu'on retrouvera plus tard dans Jurassic World, il me semble, est très lié à la mort. Donc forcément, il va être souvent habillé en bleu, en rouge quand il va avoir des problèmes. Et quand il va tomber dans le coma, il va être en pyjama rouge et il va être recouvert d'une couette bleue en permanence. Donc c'est-à-dire qu'il est enveloppé par la mort. Et donc, si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, tac. Voilà, donc ça c'est pour vous illustrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le gamin en rouge, enveloppé de sa couette bleue, qui représente la mort. Toujours par rapport à ce plan, on a également toujours une lampe rouge au-dessus de Dalton, comme s'il y avait un danger qui veillait sur lui, qui était près de lui, toujours en permanence. Voilà, donc on a un saut dans le temps de 3 mois, et donc Dalton ne s'est toujours pas réveillé, on ne sait toujours pas ce qu'il a. René, sa mère, est complètement à gauche de l'écran, écrasée par tout le cadre, parce qu'elle est en position de faiblesse et d'inquiétude et de tristesse. Et on a tout ce côté sombre qui envahit complètement la pièce. Et c'est à partir de cette scène que la colorimétrie va vraiment changer et qu'on va vraiment être dans des couleurs très 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 ternes. Donc on en parlait tout à l'heure, le regard mystérieusement autre. On va avoir ce type de plan où en fait la scène va démarrer porte fermée. René va ouvrir la porte après un incident surnaturel évidemment. Et en fait on a clairement le point de vue de quelque chose qui est en train de l'observer. Alors après on peut interpréter en plus selon si on veut le regard de la gamine qui est complètement face cam, hein. Donc forcément elle regarde la grosse caméra qui filme l'actrice. Et c'est vrai que dans les films on a tendance à dire que soit les animaux, soit les enfants en bas âge, donc deux animaux, ont tendance à avoir une perception un peu plus importante de ces choses-là, donc peut-être qu'il y a un truc, mais alors en fait non, pas du tout. Toujours dans la symbolique de la couleur rouge, René va entendre sa fille qui va pleurer un soir, elle va se diriger vers sa chambre, et là, qui c'est qu'il y a derrière le rideau? Un gentil monsieur pas beau. Coucou, tu veux voir ma bite? Et donc, comment on montre le danger? Avec un éclairage rouge pour sublimer le danger en la présence de Jean-Jacques, hein, qui est venu faire une partie de belote avec la petite, on sait pas, peut-être. Voilà. Suite à l'apparition du monsieur dans la chambre de la gamine, Josh va essayer de faire le tour de la maison pour voir ce qui se passe. Et comme le mec ne se sent pas en sécurité chez lui, mais alors plus du tout, on va l'avoir en tout petit dans le cadre. Regardez par rapport au cadre entier la taille qu'il fait. Complètement écrasé dans le cadre, il se sent tout petit. Il perd complètement ses repères, même chez lui. Alors, sur ce plan, rien à voir avec la mise en scène, c'était juste que je trouvais rigolo qu'on ait le petit un dessin de Jigsaw, donc la petite marionnette de la saga Saw, qui a été commencé par James Wan, qui est le réalisateur d'Insidious. Voilà, je trouve ça rigolo. C'est rigolo? Si, regarde, rigole! C'est marrant! Non. Alors, suite à tous ces événements traumatisants, la famille va avoir l'idée de déménager. Alors les gars, un conseil, faites passer le mot à tous les gars de tous les autres films d'horreur. Parce que bon, à chaque fois les mecs, il y a des dinosaures qui sortent de la cheminée, il y a des mains qui sortent des chiottes et qui t'attrapent les glaouis, et dès que tu mets la main dans ton toaster, il y a des dents qui te bouffent les doigts. Au bout d'un moment, il faudra peut-être penser à changer de baraque. Hein, eux, ils ont eu l'idée. Bon, il a fallu attendre 2010, depuis que le cinéma existe quand même. Mais il y a une idée à creuser quelque part. Le seul truc, c'est que dans le seul film où ils ont eu l'idée de le faire, ça sert à rien. Parce que c'est pas la maison qui est hantée. Dommage les gars. Mais il y a un truc à creuser quand même. Donc, pour arrêter de déconner un petit peu, déménagement, donc la famille se sent en sécurité, donc le réal veut nous berner en nous disant « Mais ouais les gars, ils sont partis de la maison qui fait peur, tout va bien. » On se retrouve avec des petites couleurs... Ah, c'est beau, c'est verdoyant, il y a un petit peu de jaune, un petit peu de vert, le ciel bleu, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça pète les couleurs et tout, c'est cool. Ah, donc là on est en plein déménagement, on a enfin des couleurs bois plutôt claires, donc plutôt chaleureuses, avec la lumière qui vient de la fenêtre, un petit rehaussement de lumière là-bas, des lumières ici. Voilà, René, elle quitte son chandail marron avec ses robes un peu sombres et hop, on a du rose. Parce que c'est un nouveau départ, tout va aller bien, ça va être cool. Et flac,
Cut d'après, on se retrouve environnement grisâtre, l'autre qui remet ses chandails, ses t-shirts gris, la colorimétrie elle a clairement changé, on retourne sur du marron dégueulasse, des bois sombres, et voilà, juste d'un cut à l'autre, sans qu'on nous explique rien du tout, on comprend que la menace n'est pas terminée. Parce que déjà, parce qu'on est... Oui, j'ai pas de montre, mais je t'emmerde, hein. Déjà, on est qu'à 20 minutes de film à peu près. Attends. Ah, 40 minutes, pardon. On est à 40 minutes de film, donc forcément ça peut pas être terminé. Mais même sans avoir la durée, juste avec les couleurs, on sait que c'est pas fini. C'est pas fini. Ça, c'est un plan que j'aime beaucoup, parce qu'on est en plein travelling avec René Deto qui fait un peu d'affaires dans la maison, elle range un petit peu, donc on la suit dans plusieurs pièces, et à un moment elle passe dans la cuisine, elle pose son linge dans le bac à linge, et on a un espèce de gamin qui est dos contre le mur, et elle passe et elle le calcule pas, quoi. Et forcément il va y avoir des trucs en rapport avec ça. Mais c'est pas le genre de choses qu'on remarque directement au premier visionnage peut-être, surtout qu'on est concentré sur ce qu'elle fait, mais c'est plutôt sympa quand on le remarque. Et c'est un gimmick qui va revenir également dans le 2. Alors là, par rapport à l'apparition qui va faire peur à René, on remarque que James Wan, il a un petit faible pour les maquillages à l'ancienne, les prothèses, tout ça machin, qui sont appliqués sur les visages des comédiens. Et ça donne un côté un peu vieillot, mais ça donne un côté aussi ultra glauque, c'est-à-dire qu'il est fasciné par tout ce qui est clown et marionnette. Donc il essaye de donner un aspect un peu poupée à ses apparitions. On dirait clairement un adulte rétréci, quoi. Il y a un truc un peu dérangeant là-dedans. Alors là, dans cette scène, il y a un petit truc qui est plutôt sympa en termes de mise en scène. Comment préparer le spectateur à ce qui va arriver quand on s'y connaît un petit peu. On a le personnage de Tucker, qui est un espèce de chasseur de fantômes, un espèce d'appareil qui fait passer des filtres de couleurs. Et comme on l'a vu, la couleur du danger, c'est le rouge, et la couleur du bleu, c'est lié à la mort. Donc on a une vue subjective de Tucker qui regarde à travers son filtre, et le premier filtre qu'on a, c'est du rouge. Là, James Wan nous dit, les gars, il va se passer un truc. Faites attention. Bim, il change de filtre, il met le bleu, qu'est-ce qu'on voit? Les jumelles Olsen des enfers. Donc j'ai changé un peu la luminosité pour qu'on voit bien leur magnifique sourire, encore une fois, assez aguicheur. Là, ce qui va être intéressant en termes de couleurs, c'est que le personnage de Elise va arriver, et Elise est une médium qui résout les problèmes paranormaux. À partir du moment où elle va arriver, on va remarquer que les couleurs vont devenir beaucoup plus chaudes. En tout cas dans cette scène, elle apporte une chaleur humaine, possiblement des solutions. Et donc on remarque que même si on a quelques touches de rouge, on a quand même les couleurs qui reviennent. On a des couleurs peau normales. Josh il est plus gris, René non plus. On a le retour de la lumière, des lampes jaunes et plus rouges. Même si on reste sur du bois assez sombre, on a quand même toute la pièce qui est super bien éclairée. C'est un petit peu le rayon de soleil qui revient dans leur vie, quoi. Pour être un peu poète. C'est de la merde, on est d'accord. Ce qui est également intéressant, c'est que Elise est elle aussi habillée de bleu. Mais habillée de bleu, soit, mais beaucoup plus clair que Dalton. Je vais dire une connerie. Que Dalton. Pourquoi? Parce que c'est un médium, elle a l'habitude de ça, elle vit avec ça, elle vit avec son don. Et comme elle vient pour apporter des solutions et qu'elle est un peu la bouffée d'oxygène de cette famille, ça va être un bleu plus pastel, beaucoup plus doux. Bon, par contre, à la scène d'après, faut pas déconner. On n'est pas dans la petite maison dans la prairie, donc on revient sur une ambiance grisâtre, très très lourde. Les couleurs chaudes, tout ça, c'est terminé. Même si la vieille, elle est là, c'est pas grave, on s'en fout. Là, ça va envoyer du steak, donc on revient sur de la grosse ambiance bien lourde, bien grisâtre, bien dégueulasse. Hein, parce que bon, pas là pour les champignons non plus, hein. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la mise en scène parce que j'ai encore pas mal de trucs à dire mais ça risque de vous gâcher la fin du film. Donc il y a juste un truc dont je voulais vous parler, c'est que forcément au bout d'un moment il va y avoir des esprits. Pour donner un côté un peu irréel, immatériel, mais très dérangeant à ces esprits, James Wan va utiliser ce qu'on appelle le jump cut. C'est un peu ce que je fais moi dans mes vidéos. Je fais des coupes franches. Par exemple quand je fais je coupe, je vire le truc, c'est assez fluide. Et alors là, on va le voir, on va avoir un jump cut, je vais le faire en image par image, parce que je peux pas mettre la vidéo. On va avoir ça. Voilà. Et c'est ultra glauque quand on le voit dans le film.
Parce que ça apparaît comme ça d'un coup et bim, il n'y a pas de transition en fait. Donc voilà, c'est super dérangeant et c'est une très bonne méthode pour nous déstabiliser en fait. On va terminer sur cette charmante image. J'en dis pas plus sur la fin du film, parce que le film est plutôt intéressant niveau scénario encore une fois, en plus de la mise en scène qui est plutôt sympa. Et le but c'est que vous regardiez, pour que vous regardiez également le 2 qui est encore mieux. Après avoir vu le 2, il y a une petite relecture du premier qui est plutôt sympa également. Voilà, donc... Ce que je peux vous conseiller, c'est de garder en tête la connotation danger pour le rouge dans le film, quand vous regarderez la fin de celui-là. J'en dis pas plus. Ciao. Solo.